Fréquence ESJ. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau numéro de 20h l'invité. On est ensemble en direct jusqu'à 21h et ce soir nous recevons la députée La République En Marche de la 3e circonscription des Yvelines, Béatrice Piron, bonsoir. Bonsoir. Avec Yanis Darras, nous reviendrons sur les élections européennes qui auront lieu en mai prochain. Hugo Franceschi abordera avec vous la réforme de l'éducation et dans quelques minutes, Lucas Pierre évoquera avec vous votre parcours et vos idées. Réagissez sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h, c'est sur Fréquence ESJ et ça commence maintenant. Fréquence ESJ. Et on commence tout de suite, Béatrice Piron, avec votre portrait un peu particulier. C'est Camille Garcette qui s'en occupe. Bonsoir Camille. Bonsoir Garance Amespil, bonsoir Béatrice Piron. Écoutez, alors ce soir, je dresse votre portrait. Je le fais d'une manière un peu particulière et je vous avoue que la recherche d'infos a été assez difficile parce que voilà, vous n'êtes pas la personnalité politique avec le plus d'infos sur Internet. Donc voilà, je voulais vous dire sincèrement que ce portrait n'est pas forcément riche en informations, mais voilà, j'essaie de parler de La République En Marche et de ce que vous avez fait un peu dans votre vie, tout simplement. Et bien c'est parti. Béatrice Piron, je connaissais pas votre CV. République En Marche, ouais c'est tout ce que je savais. Pris sur le tas, on ne sait pas ce que vous valez. Que vous avez de l'expérience, vous me ferez pas avaler. Votre place en politique, elle est seulement symbolique. Faut bien dire que quelque chose reste mystique. Dès que LREM est annoncé, des centaines de candidats sont avancés. Parmi eux, aucun nom n'est vraiment connu. On me dit que, sans raison, c'est le peuple qui est élu. Société civile ou bien société servile, une chef d'entreprise, vous aviez le bon profil. Pour LREM, c'était dans la poche. Au moment de l'élection, vous ratez pas le coche. Mais bref, avant cette pseudo-carrière, je vous propose un rapide retour en arrière. Habitant depuis 20 ans du même département, c'est grâce aux Yvelines vous retrouvez au gouvernement. 4 ans à l'étranger, dans le pays du Japon. Vous connaissez le monde ainsi que ses horizons. Votre parti se dit pro-Europe. Pourtant vous serez d'accord que les voyages ça dépote. Aujourd'hui votre place est bien assurée. Encore quelques années en qualité de député, si on n'y trouve pas des soucis de finances avec l'enquête sur LREM et sa transparence. Donnez, ne vous inquiétez pas. 140 000 €, c'est pas l'État qui le rendra. En marche, on sait qu'ils sont préconçus. J'espère voir ce soir un truc que j'ai pas déjà entendu. Merci Camille. De rien, Garance. Béatrice Piron, un petit mot peut-être sur ce portrait? Oui, non, je vois que vous avez trouvé quand même quelques informations. Oui, j'ai essayé de fouiner un petit peu partout et oui, j'ai trouvé quelques infos sur vous, oui. Bon, et bien on continue tout de suite. Béatrice Piron, merci Camille Garcette. Fréquence ESJ. Et on continue tout de suite avec le mot du jour. Et aujourd'hui, ce mot qu'on a choisi à la rédaction, c'est le mot enquête. Le parquet de Paris en a ouvert une aujourd'hui, une enquête préliminaire concernant les comptes du parti La République En Marche. Cette enquête arrive après que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a dénoncé lundi 12 novembre dernier des faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur la transparence de la vie publique. Les comptes de campagne de La République En Marche ont en effet été contrôlés et dans ces comptes, la commission n'a pas réussi à déterminer l'origine de 144 000 € donnés par chèque, virement ou paiement électronique. L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption. Béatrice Piron, d'où viennent ces 144 000 €? Mais c'est pas moi qui vous répondrai, puisque je ne le sais pas. Je pense qu'il faut faire confiance. Moi, je fais partie d'un mouvement qui prône ce mot-là, donc on fait confiance. Je pense qu'on retrouvera des explications prochainement. L'erreur vient pas du parti parce que ces dons. Comment voulez-vous que je vous le dise? Ils ont été faits par chèque, par virement, c'est quand même facilement traçable. Est-ce que ce serait possible que ce soit une erreur du parti? C'est sûrement des dons particuliers qui ont oublié d'être comptabilisés d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas. Et après l'affaire des ristournes, pendant la campagne présidentielle, est-ce que c'est pas donner finalement du grain à moudre à vos adversaires politiques? Je pense que certains en profiteront, oui. Et qui en profitera? L'opposition, je pense qu'il faut... Il y a des partis en particulier qui en profiteront selon vous? Non, je pense qu'ils vont tenter d'en profiter, ils vont tenter de faire de la communication là-dessus, mais je dirais que pour l'instant, on n'a rien à se reprocher, donc je crois qu'il faut juste patienter. Rien ne ressortira de cette enquête selon vous? Non. Pourquoi? Peut-être une enquête est ouverte, donc... Voilà, mais laissons le temps. Merci Béatrice Piron. Fréquence ESJ. On continue de vous découvrir. Béatrice Piron revient sur vos
parcours et vos idées avec Lucas Pierre. Bonsoir Lucas. Bonsoir Garance Amespil, bonsoir Béatrice Piron. Alors vous faites partie des nombreux députés qui viennent de la société civile. Pourquoi est-ce que vous êtes dirigé vers la politique ? Bien, parce que j'ai travaillé en tant que salarié pendant longtemps dans un métier donc qui était en pleine évolution technologique, l'informatique. Et vous avez aussi fait du commerce ? J'ai aussi fait une école supérieure de commerce. J'ai pas été du tout commerçante ou commerciale, mais j'ai pensé ou j'ai trouvé bon de quitter le monde de l'informatique autour de 45 ans pour créer une entreprise. Donc j'ai créé une entreprise de service à la personne parce que je voulais que ce soit une entreprise non délocalisable et qui serve la France, autant les personnes âgées que les gens en recherche d'emploi. Donc j'ai œuvré pendant presque 10 ans, j'ai donné de l'emploi. Et pourquoi la politique donc ? J'ai créé une trentaine de postes et je me suis aperçu qu'il y avait quand même des dysfonctionnements dans le système économique français et j'ai voulu y travailler à une échelle un petit peu plus large que juste mon entreprise. Et ça fait combien de temps que vous en faites de la politique, que vous êtes engagé politiquement ? En 2017. C'était la première fois vraiment que vous engagiez Ah oui, je n'avais jamais eu aucun mandat au préalable. Et donc à l'Assemblée nationale, on le sait, c'est beaucoup de règles, de coutumes, d'habitudes qui sont pas forcément écrites. Et il y a eu beaucoup de couacs au début de l'année, au début du mandat. Non, je vois votre tête, non, vous n'avez pas l'impression ? J'étais pas là sur le mandat précédent, mais je pense pas qu'il y en ait eu plus que les années précédentes. Au début du mandat de La République En Marche. Oui, mais pensez-vous qu'il y en a eu plus que les années précédentes ? Mais je dis simplement que comme vous étiez nouveau, oui. Vous ne connaissiez pas forcément les us et coutumes de l'Assemblée nationale. Oui. Ça vous a posé problème, vous ? Des nouveaux, il y en a eu toujours sur tous les mandats. Moi, j'ai pas eu de problème en particulier personnel. Non, c'est vrai qu'on ne comprend pas tous les rouages dès les premiers mois. Il y a quand même eu beaucoup de couacs, non ? Vous trouvez pas ? Par exemple, La République En Marche qui rejette un article qu'elle soutenait à l'origine, les sorties un peu embarrassantes de la députée Claire Aupetit sur la baisse des APL, ou encore les députés qui parlent d'être contraints de manger des pâtes avec 5 000 € par mois de salaire. Tout ça, c'est quand même... Je ne pense pas que ce soit des gros couacs politiques. Un amendement qui est rejeté, je dirais qu'on est toujours libre d'accepter ou de rejeter. Donc on vote avec notre âme et conscience. Donc c'est normal qu'il y en ait de rejeter de temps en temps. Après, Mais là, c'était une erreur. Comment ça ? Pourquoi dites-vous que c'est une erreur ? C'est un article que La République En Marche soutenait à l'origine et qui a été voté, qui n'a pas été voté du coup par erreur. Écoutez, j'en suis pas sûre, parce que les gens qui ont voté contre, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils avaient envie de voter contre ce jour-là. Donc on n'est pas obligé de voter comme des Playmobil, certains disaient, et de lever le bras comme on nous le demande à chaque fois. Donc on a toujours des votes qui ne sont pas totalement conformes, donc on vote avec notre âme et conscience. Donc ce manque d'expérience en politique, au final, vous le subissez pas ? Je crois qu'on est quand même suffisamment mature pour réfléchir. On s'engage sur des lignes communes, sur un programme commun, mais quand ce sont des nouvelles idées, des nouvelles propositions, on est capable de les juger, de les évaluer par nous-mêmes. Vous n'avez pas eu de mal à vous adapter, justement ? Non, je pense pas. Non, pas du tout. Un petit peu comme dans toute nouvelle activité. Quand vous prenez une nouvelle activité professionnelle, vous avez quelques mois où vous découvrez, vous apprenez plein de choses. Sur ce genre de mission, c'est exactement pareil. On découvre, on apprend des choses les premiers mois, mais on est quand même assisté, on est quand même coaché, on a quand même des formations, des informations, et puis on n'est pas tout seul. On n'est pas un député La République En Marche, donc on s'entraide. Alors votre parcours d'ingénieur en informatique vous a aussi conduit à travailler donc sur la mission l'école dans la société Oui, du numérique. Et à promouvoir donc la mixité dans les études supérieures scientifiques, notamment dans le numérique, c'est-à-dire à mon époque, donc il y a 30 ans, l'informatique c'était l'avenir, c'était quelque chose de beau qui attirait beaucoup de monde, y compris des femmes. Donc on était plutôt 25-30% de femmes dans ce monde-là. Aujourd'hui, des écoles spécialisées d'informatique sont en dessous de 10% de femmes, et je trouve que c'est dommage. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui à ce niveau-là ? Il faut réussir à convaincre que les informaticiennes ne font pas que passer 24 heures derrière un écran, à manger de la pizza en survêtement, et que voilà, on fait du relationnel, on sort, on voit des gens. C'est vraiment un cliché qui existe, ça ? Oui, je crois que c'est le cliché du geek qui n'existait pas il y a 30 ans, qui fait du tort à la mixité. Et vous êtes également membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Concrètement, dans cette commission, qu'est-ce que c'est votre rôle ? Alors, il y a beaucoup de missions. On travaille sur la culture, l'audiovisuel, les médias. On travaille également sur l'éducation, l'école. Donc en ce moment, je travaille un petit peu plus sur les dossiers scolaires et l'école dans la société. Merci Béatrice Piron. Merci Lucas Pierre, merci Béatrice. Fréquence ESJ. C'est sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ, et vous pouvez et bien évidemment poser vos questions à notre invité. Dans quelques instants, nous aborderons la réforme de l'éducation avec Hugo Franceschi, et dans quelques minutes, Lucas Pierre reviendra sur les blocages des routes par les gilets jaunes. Fréquence Mais tout de suite, on écoute All Right de Jane.
Fréquence ESJ. C'était Lilywood and the Pricks sur Fréquence ESJ. On continue tout de suite. La grogne des Gilets jaunes continue. Depuis samedi dernier, ils manifestent contre la hausse du prix des carburants. Ces mouvements dans toute la France ont même provoqué la mort d'une manifestante et d'un motard en marge de ces blocages. Ils appellent de nouveau à une journée de mobilisation samedi prochain. On en parle avec vous, Lucas Pierre. Oui, Béatrice Piron, le gouvernement avance sur l'augmentation du prix des carburants. L'argument écologique. Mais l'argent qui va être récupéré à ce niveau-là, où est-ce qu'il va aller ? Est-ce qu'il va vraiment aller dans le sens de la transition écologique ? Mais oui, puisque nous avons proposé donc des mesures donc qui permettent Lesquelles ? Par exemple la possibilité d'avoir des bonus, des primes lors de l'achat d'un véhicule plus écologique. Si vous remplacez même un véhicule ancien par un véhicule d'occasion, qu'il soit électrique, hybride ou ne serait-ce que moins pollueur, vous bénéficiez d'aides de l'État. Et donc il faut bien les financer. Mais dans le même temps que le gouvernement avance cet argument, le gouvernement enlève aussi 577 millions d'euros au budget de l'écologie. Alors pourquoi ? Non, là, ça n'a rien à voir parce que d'un côté, ce sont des mesures pour 2019 et là, ces 597 millions, ce sont des 577 millions. Voilà, qui étaient budgétés sur l'année 2018 et qui n'ont pas été consommés. Donc, quand vous prévoyez, vous, par exemple, d'acheter une voiture, vous prévoyez un budget de 5 000 euros pour acheter une voiture, finalement, elle est en promotion, elle est à 4 500 euros. Il vous reste 500 euros dans votre budget. Qu'est-ce que vous faites ? Vous partez en week-end ou vous faites autre chose. Donc, effectivement, ces 500 euros qui étaient prévus sur une ligne particulière non dépensée vont être réutilisés sur une autre ligne. Et le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, affirme lui par contre que la hausse du carburant servira simplement à colmater le déficit budgétaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, je crois qu'on sait un peu de ça. Si vous voulez parler de ça, c'était l'année dernière. Ce sont des mesures pour toute la politique carbone qui a été votée l'année dernière, en 2017, avec des marches année après année qui étaient déjà programmées, et donc on tient notre cap. Mais le prix du carburant augmente, donc on est indépendamment de notre volonté. Le prix du carburant augmente quand même, et le budget alloué à la transition écologique ne bouge pas cette année. Comment est-ce que vous l'expliquez ça ? Le fait que le carburant augmente, on n'en est pas vraiment ni responsable, ni souhaité. C'est simplement qu'aujourd'hui, on est un pays très dépendant de notre approvisionnement en pétrole des pays étrangers, donc on le subit. Mais sur le budget qui est alloué à la transition écologique, pourquoi est-ce qu'il n'augmente pas du coup ? Parce que le budget que l'on avait prévu de dépenser, on va continuer de dépenser la même chose. Seulement 20% ? C'était prévu depuis 2017, on continue, on a la même ligne de mire, on ne sait pas si les prix du pétrole vont rester élevés, s'ils vont rebaisser, on ne peut pas se fier sur le cours du pétrole pour un budget national. Et ce budget va descendre en plus l'année prochaine ? L'année prochaine, il va descendre, il est de 21% cette année, il va descendre à 19% l'année prochaine. C'est un pourcentage parce qu'il y a peut-être eu un effort particulier. Je ne suis pas dans la commission qui travaille sur le budget particulièrement de l'écologie, donc je ne peux pas connaître toutes les lignes de toutes les années. Mais non, c'est une volonté d'avancer vers une réduction donc, de notre dépendance sur les hydrocarbures, et je pense que tout a été prévu, calculé, année après année. Il y a peut-être un gros effort cette année pour justement inciter les gens à changer de voiture. On ne va pas le faire tous les ans. Mais donc vous comprenez quand on dit que la hausse des carburants va juste profiter à l'État au final ? Je pense que ça, c'est pas l'objectif. C'était pas calculé, c'était pas. Mais c'est le cas ? Alors ça permettra peut-être de compenser d'autres choses. On peut pas, on n'est pas Madame Irma, donc on ne sait pas dans l'avenir ce que ça fera. Oui, mais pourquoi ce budget n'augmente pas le budget qui est alloué à la transition écologique ? Vous augmentez les taxes sur les carburants, et pourquoi le budget qui est alloué à la transition écologique n'augmente pas avec ça ? Il descend même l'année prochaine. Non. Je crois que c'est incontestable. Monsieur Durugier a bien expliqué. Le budget augmente sur différentes lignes. Il y a différents projets, il y a différentes mesures. Tout n'est pas positionné sur la même ligne. Donc il y a peut-être une des lignes qui diminue au profit d'autres qui augmentent. Ça, c'est confirmé. Donc l'argument qui est avancé par l'argument écologique qui est avancé par le gouvernement, il est vrai. Ah bien sûr. Il est complètement vrai. On maintient toujours cette volonté justement. Pourquoi les gens manifestent alors autant ? Les gens manifestent simplement parce qu'ils ont le sentiment, l'impression de payer très cher l'essence et d'avoir moins de pouvoir d'achat. Sur les ronds-points, partout, les Français se sont plaints d'avoir une perte de pouvoir d'achat. Et vous pensez que ça n'a aucun rapport avec l'argument écologique qui est avancé par le gouvernement ? Non. Aujourd'hui, toutes les questionnements que l'on a fait sur les gilets jaunes, les gens nous reparlent de la CSG, les gens nous reparlent de plein de mesures différentes qui sont plus proches de ce qu'ils voient comme manque de pouvoir d'achat, qu'ils subissent avec l'augmentation de l'essence, mais c'est l'augmentation de l'essence à la pompe, c'est pas l'augmentation de la taxe qui est infime par rapport à ce qu'ils payent.
Et sur le manque, il y a un manque de transparence sur la fiscalité que beaucoup de gens condamnent. Est-ce qu'il est normal pour vous ce manque de transparence ? Je pense pas qu'on propose nous un manque de transparence. On essaye de faire de la pédagogie, on essaye de faire des émissions spécialisées, de donner des informations, des données chiffres. Par contre, tout le monde ne regarde pas toutes les émissions, donc il y a forcément des gens qui vont dire je ne sais pas et je n'ai pas l'information. On n'est pas omniscient. Mais pourtant là-dessus, il y a même une députée de votre camp qui l'a dit ça, Bénédicte Perrol, qui a affirmé que la fiscalité ne peut se développer si elle reste perçue comme un moyen de couvrir des impasses budgétaires. Alors dans ce sens-là, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron reste silencieux sur la question ? Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne s'exprime pas du tout sur les manifestations qu'il y a en France. Oui, mais il a tous les ministres et lui indirectement aussi a bien dit comme quoi on avait bien entendu la colère. On s'est exprimé, on s'exprime tous les jours là-dessus sur les gilets jaunes. Et on ne parle que de ça d'ailleurs. C'est pas parce qu'on ne propose pas de nouvelles mesures qu'on ne s'exprime pas. Merci Béatrice Piron. Merci Lucas Pierre, merci Béatrice Piron. Fréquence ESJ. On va parler tout de suite avec vous, Béatrice Piron, de la réforme de l'éducation. Mardi dernier, l'Assemblée nationale a voté le budget attribué à l'enseignement scolaire pour l'année 2019. Cependant, la réforme du ministre Jean-Michel Blanquer provoque la défiance des syndicats du personnel éducatif. On voit ça avec vous, Hugo Franceschi. Bonsoir. Bonsoir Garance, bonsoir Béatrice Piron. Avec un budget de l'éducation en hausse, on est vraiment obligé de supprimer 1800 postes ? Si on le fait, c'est que c'était justifié. Oui, c'est pas parce que le budget est en hausse qu'on va faire que des augmentations de postes. N'importe où, il y a des augmentations de postes sur le premier degré, il y a des diminutions de postes sur le second degré, parce qu'il y a moins d'élèves au second degré. Oui, mais le total fait qu'il y a une diminution de postes de 1800. Sur le second degré seulement. Sur le second degré. Le second degré, c'est 2650. 2650 en postes tout. Supprimés, tout à fait. Il y a des postes enseignants. 1800, et des c'est postes sur l'éducation nationale. Voilà, il y a des postes administratifs et des postes enseignants. Il n'y a pas que des postes enseignants supprimés, parce qu'il y a aussi de la simplification de procédure, il y a aussi de la numérisation qui fait que tous les postes supprimés ne sont pas des enseignants. Mais pourtant, on a quand même 51,7 milliards de budget. C'est l'un des meilleurs européens. Oui. Alors pourquoi on supprime des postes ? Mais si nous avons plus besoin d'une certaine catégorie de personnes, il n'y a pas de raison de les conserver non plus. Dans ce cas-là, pourquoi on injecte de l'argent dans le budget si c'est pour au final faire encore plus d'économies ? Non, on injecte de l'argent parce qu'on a besoin de l'argent sur certains postes, sur certains types de missions. Si on a d'autres professionnels qui sont moins utiles, qui ne sont plus nécessaires, on peut pas... Mais au final, le budget est augmenté quand même de 861 millions pour l'année 2019. Mais alors, pourquoi 861 millions justifient de faire des économies ? Mais non, on augmente les dépenses parce qu'on a besoin, par exemple, on a dédoublé les classes de CP, les classes de CE1, donc il y a forcément un besoin d'enseignants donc dans le premier degré. Donc il y a des créations de postes dans le premier degré, il y a des embauches, il y a de la formation, il y a des budgets délivrés pour la formation des enseignants. Si dans le second degré, parallèlement, en même temps, on n'a plus besoin d'enseignants... Donc pour vous, on peut se permettre de supprimer des postes dans l'enseignement secondaire ? Oui, ça représente 0,5% des enseignants, c'est vraiment infime. Oui, mais parce que le gouvernement l'a quand même justifié, c'était notamment Olivier Dussopt, qui est secrétaire d'État à l'éducation, qui lui disait c'est parce qu'il y aura moins d'étudiants à la rentrée. Oui, parce qu'il y a des baisses d'élèves. Ouais, c'est faux. C'est faux puisque en 2019 on aura quand même 34 000 cette année là pour la rentrée 2018 on avait 34 000 étudiants en plus, non pas des étudiants dans le cycle supérieur mais dans le cycle secondaire, et pour 2019 on en attend 38 000 et jusqu'à 2022 ce sera 40 000 en plus. Oui, mais écoutez, donc pourquoi on supprime des postes ? Mais parce qu'il y a aujourd'hui des enseignants, il y a des matières où il y a des enseignants en excédent qui ne sont même pas affectés sur des établissements, ils sont chez eux, non utilisés. Donc pour vous c'est pas un peu, oui mais les effectifs d'élèves augmentent, donc c'est pas un peu paradoxal quand même de supprimer des postes ? Non, c'est pas du tout paradoxal. Il y a des matières où il y a plus. Les élèves ont aujourd'hui, par exemple, le choix de choisir les langues qu'ils veulent étudier. S'il y a plus personne qui veut choisir de l'allemand, on va pas conserver des professeurs d'allemand si on n'a pas besoin de professeurs d'allemand. Mais on a besoin de professeurs d'informatique, on va créer des nouveaux postes de professeurs d'informatique. Si les profs d'allemand sont à même capables de se reconvertir en professeurs d'informatique, peut-être qu'ils... Mais pourtant, la majorité de ces suppressions de postes auront lieu, donc on l'a dit, dans l'enseignement secondaire. Mais pourtant, il n'y a pas déjà quand même assez de problèmes dans l'enseignement secondaire. Surtout cette année, on l'a vu, une professeure a été agressée. On a vu aussi l'absentéisme, qui est quand même un vrai problème aujourd'hui dans l'enseignement secondaire.
L'absentéisme n'a pas de rapport avec la suppression des postes. C'est quand même, si on supprime des postes aujourd'hui, enfin, juste quand même pour vous dire, depuis la rentrée 2018, c'est 26 000 heures de cours qui n'ont pas été assurées dans l'enseignement secondaire. Oui, parce qu'il y a par exemple s'il y a plus de profs, du coup, on peut les remplacer. Ils sont pas forcément au bon endroit. Si vous avez trop de professeurs à Marseille, ils vont pas venir pour une journée de grippe à Paris remplacer un enseignant. Donc tout ça, ça se travaille, ça s'étudie et il faut faire confiance. C'est étudié ça en ce moment ? C'est pas étudié évidemment au Parlement, c'est pas nous qui positionnons les professeurs, mais le ministère donc a fait en sorte qu'il y ait suffisamment de professeurs affectés à la rentrée dans tous les établissements. Ces professeurs vont justement être affectés par des heures supplémentaires, c'est notamment 65 millions d'euros. Il y a également un choix de certains professeurs à demander à gagner plus en faisant un petit peu plus d'heures supplémentaires. Donc c'est ce qui permettra. Pourtant, on l'a vu la semaine dernière, il y a eu quand même eu une manifestation de la part de tous les syndicats de professeurs. C'était pas arrivé depuis 2011 quand même, faut le noter. Pourquoi les professeurs accepteraient de jouer le jeu ? Ça a touché combien de professeurs ? Mais pourquoi ils accepteraient ? Dites-moi combien de professeurs ça a touché 15%. Cette grève. 15%. De grévistes. Donc ça veut dire qu'il y a 85% de professeurs qui ne suivent pas l'avis de ce syndicat. Donc pour vous, les heures supplémentaires, cette idée des heures supplémentaires, les professeurs vont jouer le jeu. Il y a 85% des professeurs qui en demandent et qui en souhaitent. Et donc pour vous, ils vont jouer le jeu, le gouvernement n'aura aucun blocage là-dessus ? Oui, puisqu'ils sont demandeurs. Et au sujet, justement, parce que tout à l'heure on parlait quand même de l'absentéisme, pour vous, en fait, l'absentéisme, c'est pas un problème dans l'éducation secondaire, dans le cycle secondaire? C'est pas quelque chose qui est organisé par... Parce que la réforme prévoit quand même, on l'a dit, des suppressions de postes, mais rien pour endiguer l'absentéisme. Alors qu'il y a quand même un taux de remplacement dans l'enseignement secondaire qui est de 5 à 20%. Et il ne faut pas confondre l'absentéisme et le taux de remplacement, parce que on peut pas endiguer l'absentéisme. Si une personne tombe malade, elle tombe malade. Donc, mais si on réduit les postes, comment on va remplacer les professeurs qui sont absents? Les postes de remplaçants, il y en existe, il y en a, mais ils sont 5 à 20%. Ils ne sont pas remplacés le premier jour, donc il y a toujours un petit délai, il y a toujours un delta qui fait qu'il y a toujours des heures effectivement non enseignées, donc on aimerait bien qu'il y ait moins d'absentéisme. Mais parce que le gouvernement veut mettre le paquet, pour le dire très clairement, sur l'enseignement primaire. Oui, tout à fait. Et le taux de remplacement dans l'enseignement primaire est de 80%, et je le répète, dans l'enseignement secondaire, il n'est que de 5 à 20%. Pourquoi, dans la réforme, il n'y a rien pour endiguer ce problème? Si, puisqu'on a proposé donc qu'il y ait plus d'heures supplémentaires, et les heures supplémentaires permettront à des professeurs donc du collège en question. Mais ça aide pas pour les remplacements, les heures supplémentaires. Un professeur, il n'a pas son emploi du temps plein à rabord, donc il peut prendre 2 heures, 3 heures de plus, une classe dans son établissement. Et donc du coup, pour vous, c'est plus la crise, on va dire, dans l'enseignement primaire, plus que dans le secondaire, c'est ça? On pense que si un élève n'a pas les bonnes bases de compétences, donc quand il sort du primaire, il aura forcément des difficultés qui traînera sur toute sa scolarité. Donc l'important, c'est de faire en sorte que les élèves apprennent correctement les savoirs de base, savoir lire, compter, écrire et respecter autrui. Donc les quatre bases de l'éducation, et ils peuvent les maîtriser qu'à l'école primaire. S'ils arrivent en 6e sans savoir ça, ils ne pourront pas faire. Donc pour vous, l'enseignement, c'est-à-dire qu'en fait l'enseignement secondaire, ces coupes qui sont faites dans l'enseignement secondaire, ce n'est pas fait au profit de l'enseignement primaire. Ce sont des enseignants différents, donc on les passe pas d'un système à l'autre système, c'est totalement différent. Et enfin, juste dernière mesure que je voudrais aborder sur donc cette réforme de l'éducation et notamment du budget. Pourquoi on va pénaliser les étudiants étrangers? Alors je pense pas qu'on les pénalise, puisque c'est justement... des frais d'inscription plus chers, c'est quand même... Est-ce que c'est pénalisé que d'avoir une meilleure formation? C'est-à-dire que pour la même formation, ils vont payer plus cher que les étudiants français. Non, ce n'est pas du tout la même formation. Justement, on propose des programmes d'accueil spécifiques, on programme des heures complémentaires pour ces étudiants, on propose un tutorat pour ces étudiants. Donc, ils auront vraiment un programme différent. Mais ce sont quand même les directeurs quand même des universités de France qui ont demandé au gouvernement 220 millions pour le budget, d'augmentation de budget pour les universités. Le gouvernement ne leur accorde que 156 millions. Donc au final, eux, ils le justifient en disant les étudiants étrangers, on est obligé d'augmenter les tarifs pour eux parce qu'on n'a pas assez d'argent. Donc est-ce que le gouvernement investit assez?
Le gouvernement investit tout ce qu'il peut. Hein. Si on était 2 fois plus riche, on investirait encore plus. Mais est-ce que vous souhaitez qu'on augmente vos impôts pour pouvoir donner encore plus à l'université ? Je crois qu'il faut être raisonnable aussi. Tout le monde a des rêves, des aspirations. On ne peut pas donner de façon illimitée. On fait de gros efforts, donc les budgets augmentent année après année. On fait en sorte que tout le monde ait une meilleure écoute de ses attentes, mais on ne peut pas forcément accorder... Donc si vous dites que le gouvernement fait des efforts, c'est pourquoi ? la difficulté en politique, c'est de choisir... Donc faire des efforts, c'est supprimer des postes ? Non, faire des efforts, c'est allouer des budgets supplémentaires. Et aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, on a alloué des budgets supplémentaires. Parce que les réformes prochaines, quand même, envisagent pour 2020 10 000 postes supprimés en plus dans la fonction publique d'État. On sait que l'éducation représente quand même la moitié des effectifs à peu près. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles coupes, de nouvelles suppressions de postes ? Je crois que tous les ministères ont déjà annoncé donc leur réduction de postes. Mais aujourd'hui, l'éducation nationale, à part ce qu'il y a dans le niveau secondaire, n'a pas d'autres projets pour le moment. Merci Hugo Franceschi, merci Béatrice Piron. Fréquence ESJ. Restez avec nous dans quelques minutes. Nous aborderons avec Yanis Darras les élections européennes et Hugo Franceschi sera avec nous pour évoquer la réforme de la justice. Mais tout de suite, c'est All Right de James sur Fréquence ESJ. Fréquence ESJ. 20h33 sur Fréquence ESJ. On est de retour et ensemble en direct jusqu'à 21h. On est avec Béatrice Piron, députée des Yvelines La République En Marche. Et on va parler tout de suite de la réforme de la justice. Après avoir été adoptée par le Sénat, la réforme de la justice proposée par la ministre Nicole Belloubet est depuis hier examinée par l'Assemblée nationale. Le système judiciaire, mais surtout carcéral, devrait largement être remanié. On voit ça avec vous, Hugo Franceschi. Béatrice Piron, pourquoi le gouvernement a autant de mal à mettre la main à la poche pour le budget de la justice ? Parce que le gouvernement n'a pas les poches pleines d'argent. Mais parce qu'on a quand même une augmentation de 1,3 milliard qui sera étalée sur 3 ans. Oui. Donc jusqu'en 2022, pourquoi on met autant de temps à augmenter ce budget ? Alors que la France est souvent pointée du doigt, notamment par la Commission européenne. Alors vous proposez de l'enlever ce budget à qui ? Pour le donner à la justice. À qui on pourrait l'enlever ? Moi, ça vaut que je vous pose la question, justement. Il n'est pas possible de l'enlever ni à la police, ni à l'enseignement, ni à la santé, ni aux retraites. Donc on n'a pas assez d'argent pour la justice. On n'a pas assez d'argent pour tout, globalement. Donc il faut faire des arbitrages. On en met à la justice parce que c'est important. On en met à l'enseignement parce que c'est important. On en met à la santé parce que c'est important. Donc il est suffisant ce budget pour vous. Mais pour pouvoir faire des économies et trouver plus de budget, il va falloir supprimer des fonctionnaires, par exemple. Et donc là, vous allez dire, c'est pas normal, c'est pas bien qu'on supprime des postes, mais ça va être le seul moyen pour pouvoir faire des économies et en donner à des endroits où c'est très important. Mais parce que quand même, quand on voit cette augmentation du budget, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, donc qui évalue les moyens financiers attribués par les États, donc pour leur système judiciaire, estime que la France est dans le rouge. Alors pourquoi ? Et c'est le cas depuis plusieurs années déjà sous le quinquennat Hollande. Voilà. Alors on ne peut pas en une année solutionner l'arriéré de plusieurs mandats, de plusieurs politiques précédentes qui, on le sait depuis longtemps, qui manquent de places en prison, on le sait depuis longtemps, qu'on manque de juges, on le sait longtemps. Donc on peut pas, en un coup de baguette magique, former, trouver, C'est recruter. Un problème insolvable, ce problème de place en prison ? Non, mais on propose d'en construire 15 000, donc c'est déjà énorme par rapport à ce qui existe. C'est suffisant, 15 000 places ? On n'a pas une boule de... On n'est pas magicien, on peut pas savoir ce qui se passera. Bon, déjà, ça améliorera la situation. Et on espère qu'il y aura peut-être moins de monde en prison d'ici 5 ans, mais voilà, ou d'ici 10 ans. S'il y en a le double d'aujourd'hui, ça sera insuffisant encore, mais on ne le sait pas d'avance. Mais donc, donc pour vous, en fait, ce budget, ne doit pas être augmenté, c'est ça ? C'est le mieux qu'on puisse faire. Très bien, mais alors, comment on peut appliquer la justice si on manque de moyens ? Comment on applique la justice dans notre pays si on n'a pas les moyens de le faire ? On le fait, mais on le fait avec certains délais et on le fait avec des moyens pas toujours très agréables pour les gens qui sont incarcérés ou ils sont plusieurs dans la même cellule, ils préféreraient être tout seuls. Parce que ce classement quand même établi par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice montre que la France est 37e sur les 45 pays membres du Conseil de l'Europe avec un budget donc de la justice par habitant qui est de 65,9 €. Il faut savoir que nos voisins allemands c'est 121 et nos voisins suisses c'est 215. Même la Roumanie et l'Ukraine sont à 80 € par habitant. Alors qu'est-ce que vous proposez ? Qu'on demande à chaque Français de donner 50 € de plus d'impôts C'est votre parti qui est au pouvoir, c'est pour ça que c'est à vous de proposer. Nous on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts.
Donc, si on ne les augmente pas, on peut pas trouver cet argent immédiatement. Donc, petit à petit, on essaye de faire des économies, de simplifier les procédures pour pouvoir gagner du temps sur le traitement des dossiers. Ça évitera déjà aux gens d'avoir à attendre 2 ans. L'objectif, c'est d'être plus efficace, c'est ça, avec cette réforme. Principalement, ouais. Mais est-ce que justement, en simplifiant un peu trop cette justice, est-ce que au final, on la déshumanise pas? On simplifie pas la justice, on simplifie les procédures qui sont parfois trop lourdes. Beaucoup de gens vous diront que les procédures en France sont souvent lourdes. Donc, mais au final, le citoyen ne risque pas de se sentir éloigné de la justice et notamment du justiciable. Quand on voit par exemple des conciliateurs qui serviraient de médiateurs entre les deux parties pour des litiges civils, quand on voit aussi les systèmes informatiques qui permettraient donc de porter plainte et aussi de recevoir un jugement depuis Internet sans se déplacer forcément dans les commissariats ou je pense que pouvoir porter plainte sur Internet, c'est quand même un grand confort, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez aller porter plainte parce qu'on vous a fracturé votre porte d'appartement, qu'il est 22h quand vous rentrez le soir, vous avez 2 km, 5 km à faire jusqu'à un commissariat qui va vous dire non, nous on ferme à 22h, faut revenir demain matin à 9h alors que c'est sur vos heures de travail. Donc si vous pouvez le faire à domicile sur Internet, c'est très bien, et en plus ça, vous économisez donc 1 heure au moins d'un policier qui va enregistrer votre plainte. Donc je pense que tout ça, c'est de l'amélioration pour l'avantage des policiers, ça leur simplifie le travail, et aussi pour le citoyen qui n'a pas à prendre sur ses congés pour aller porter plainte. Merci Hugo Franceschi, merci Béatrice Piron. Fréquence ESJ. Plus d'1 an, c'est le temps qu'il aura fallu aux négociateurs britanniques et européens pour trouver un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un accord qui se base sur le Brexit soft, sur le Brexit soft du pays, et qui ne satisfait pas une grande partie des députés anglais. Bonsoir Yanis Darras. Bonsoir Garance, bonsoir Béatrice Piron. Est-ce que vous êtes contente finalement de cet accord ? Je pense que c'est le mieux qu'on ait pu trouver. Je crois que déjà on n'était pas très contents du Brexit et du choix des Anglais, que les Anglais eux-mêmes ne sont pas contents de leur propre choix, qu'ils aimeraient avoir un second référendum parce que ils ont voté d'une certaine façon et ils soutiennent plus tous. C'était pas assez réfléchi pour vous ? Donc je pense que oui, il y a eu des désinformations au moment où ils ont voté leur référendum, où on leur a pas suffisamment expliqué, où il y a peut-être eu des fake news ou des mauvaises informations qu'on leur a données en leur promettant monts et merveilles, et maintenant ils réalisent que c'est pas tout à fait possible. Alors finalement, cet accord, c'est la fin aussi d'une longue épreuve pour l'Union européenne ? C'est le début d'une nouvelle façon de fonctionner. Tout n'est pas encore très clair, donc on met quelques délais supplémentaires jusqu'à la fin 2020 pour pouvoir régler des problèmes de frontières entre l'Irlande et l'Angleterre. Aujourd'hui ou dernièrement, il est arrivé aussi une petite problématique au niveau d'Espagne et de Gibraltar. Donc tout ça se découvre petit à petit. Je pense qu'on n'est pas le pays le plus affecté. Je pense que ce sont les Anglais qui sont le plus affectés. Pourquoi la France, elle ne serait pas affectée finalement par ce Brexit ? Parce que d'un côté, on en bénéficie aussi pour d'autres aspects. C'est une chance pour notre pays ? Pour certaines choses, oui. Il y a certains secteurs d'activité qui vont déménager, peut-être, notamment au niveau bancaire. Il y a beaucoup de banques qui espèrent pouvoir rapatrier des opérations qui sont actuellement sur la bourse de Londres vers la bourse de Paris, et donc de ramener des emplois sur la région parisienne. Pourtant, on est en compétition avec Francfort, par exemple. Comment on peut faire pour les attirer ? On n'est pas les seuls, mais même si on n'attire que 50% de ce qui est à Londres, c'est déjà bien. C'est déjà des postes supplémentaires en France. Alors, les Britanniques, jusqu'à présent, eux, ils croyaient en un Brexit dur, un hard Brexit. Pourquoi finalement accepter alors un soft Brexit ? Je ne suis pas à leur place, faut leur demander à eux. Pourquoi l'Union européenne finalement ne dit pas vous n'avez plus accès au marché commun, vous n'avez plus accès à un marché finalement fermé, l'autre marché unique et avec des douanes supérieures à ce que nous, en tant que pays de l'Union européenne, on paye ? L'Union européenne importe aussi et exporte aussi en Angleterre, donc aujourd'hui on avait plus à perdre qu'à y gagner en finalement les mettant de côté définitivement. Il y a quand même les Anglais sont pas 100% autonomes sur tous les produits, donc ils importent des produits, ce sont nos exportations. Si on s'en prive aussi, suivant les secteurs d'activité, il y aura quand même des perdants par-ci, par-là. Donc on préfère les laisser finalement un pied dans l'Union européenne encore. Non, je pense qu'il faut essayer de trouver un accord gagnant-gagnant où personne ne soit vraiment perdant. Il y a vraiment un accord qui peut être gagnant-gagnant ? C'est ce qu'on a essayé de trouver, donc... Oui, c'est pas difficile finalement à trouver cet accord c'est toujours difficile, la politique est difficile, les accords gagnant-gagnant sont difficiles, mais il faut garder espoir et avoir confiance. Mais est-ce qu'on ne trahit pas finalement aussi la volonté du peuple britannique qui eux aussi étaient plutôt pour un hard Brexit ?
Ah, j'en suis pas convaincue. Je dirais, il y en a certains qui demandent ou qui réclament un référendum. Il y en avait beaucoup qui ne voulaient plus de Brexit du tout, qui souhaiteraient rester dans l'Europe. Donc, les avis sont... On doit redemander finalement le choix des Britanniques pour le confirmer. C'est à eux de se prononcer. C'est pas nous qui devons décider à leur place. Et finalement... Donc on laisse le Royaume-Uni. On leur propose une option de. Mais d'accord. vous n'avez pas peur finalement pour l'Union européenne finalement de cet pas. accord. Vous n'avez pas peur pour l'Union européenne pour son futur avec cet accord. Pourquoi on aurait peur de. Finalement le Royaume-Uni laisse un pied dans l'Union européenne et pourtant après il ne participera plus à certains budgets. Même les ça deux ne vous pieds, fait ça pas serait très peur bien. Non, ça ne fait pas peur, non. Donc d'autres pays ne pourraient pas suivre cette voie. Je pense par exemple à l'Italie ou encore la Hongrie. Ah, ça serait plus problématique, c'est-à-dire qu'il y ait trop de pays qui choisissent de partir. Mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde attend de voir comment les Anglais le vivent, vu qu'ils sont pas tout à fait sûrs de vouloir sortir et que certains aimeraient même y rester. Pourtant maintenant ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. Ils doivent sortir. Mais justement, ça dissuade les autres pays. Vous pensez que ça va dissuader les autres pays alors qu'ils peuvent avoir encore accès au marché commun par exemple? Ils n'ont pas accès au marché commun. Comme s'ils faisaient encore partie de l'Union européenne. Non, temporairement, pas de façon définitive et tout ça. Donc non, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres pays qui se soient prononcés immédiatement à sauter sur l'occasion pour avoir le même type d'accord que les Anglais. C'est une bonne chose finalement que l'Union européenne se rétrécisse. Est-ce que c'est un renouvellement? Non, c'est une très mauvaise chose. Pour moi, c'est une très mauvaise chose. On ne peut pas en tirer quelque chose de bénéfique finalement du départ de l'Angleterre. On en tire comme quoi il faut qu'on se ressoude entre nous, qu'on renforce nos accords, qu'on renforce nos accords avec l'Allemagne, qu'on renforce. Vous n'avez pas peur à terme aussi que l'Europe finalement se résume à la France et l'Allemagne? Non. On est quand même les deux plus gros États. On est aussi les deux plus gros États qui encore sont persuadés que l'Union européenne peut exister. Oui. Il y a tellement de divergences en Europe aujourd'hui, ça vous fait vraiment pas peur ces divergences? Ça n'inquiète pas le gouvernement finalement? Mais pourquoi voulez-vous être toujours inquiet? Non, ça n'inquiète pas, nous sommes un mouvement où nous avons confiance en l'avenir. Merci Béatrice Piron. Merci Yanis Darras, merci Béatrice Piron. Fréquence ESJ. Réagissez, posez vos questions sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. On se retrouve dans quelques instants pour l'agenda politique de la semaine et Yanis Darras sera également avec nous pour aborder les élections européennes. En attendant, on écoute Polaroid de Jonas Blue. Fréquence ESJ. 20h47 sur Fréquence ESJ. On est de retour pour la dernière partie de 20h l'invité avec Béatrice Piron, députée La République En Marche des Yvelines. Les élections européennes ont lieu dans moins de 6 mois. Une élection décisive pour La République En Marche, encore à la recherche d'une tête de liste. Yanis Darras. Olivier Alain, vice-président de la région Bretagne, serait candidat aux élections européennes sous l'étiquette LREM et d'ailleurs il est pressenti pour être l'une des têtes de liste du mouvement. Est-ce qu'il ferait une excellente tête de liste pour vous? Je ne le connais pas encore. Mais... Vous ne savez pas? Alors justement, c'est un inconnu pour une grande partie du public français. Pourtant, il a déjà une petite carrière derrière lui. Par exemple, c'est l'ancien président de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor et aussi l'ancien président du département tout simplement de la FDSEA. Est-ce que son parcours, ça va pas lui porter un peu préjudice? Ce parcours, finalement, est-ce qu'on pourrait pas l'assimiler à un peu de lobby? Et pourquoi vous ne seriez pas un peu positif? Est-ce qu'il faut que ce soit forcément un politicien parisien qui prenne le poste? Est-ce que forcément c'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans l'agriculture qui doit prendre le poste aussi? Et pourquoi pas ça? Vous n'avez pas peur que les Français finalement imaginent qu'il soit lié à un certain lobby agricole? Parce que vous voudriez que ce soit quoi? Un Parisien d'une banque? Vous voudriez que ce soit quoi? Tous les Français ne sont pas parisiens. Donc tous les Français ont le droit d'être représentés d'ailleurs. Tous les Français ont le droit d'être représentés, y compris les gens de province, y compris les agriculteurs. Donc c'est un métier comme un autre. Pourtant c'est quelque chose qui revient assez souvent au sein de La République En Marche. Finalement c'est le lobby. Aujourd'hui c'est soupçons en tout cas de travail avec les lobbies en tout cas. Donc vous n'avez pas finalement c'est pas inquiétant pour le gouvernement. On travaille sur tous les secteurs d'activité et il y a des lobbyistes dans tous les secteurs d'activité. Il y a des lobbyistes dans l'assurance, il y a des lobbyistes dans la banque, il y a des lobbyistes dans tout, dans la santé. Donc on travaille pas avec des lobbyistes uniquement, mais on travaille dans tous les secteurs forcément. Donc l'Union européenne finalement c'est juste un lobby, c'est ça? Non, pas du tout. Mais il n'y a pas de rapport entre les lobbies et l'Union européenne. Il n'y a pas de rapport entre les lobbies en général et l'agriculture. Et je ne vois pas de problématique particulière à ce que le chef de liste soit un ancien agriculteur. Finalement, le gros problème en ce moment de La République En Marche, c'est que vous n'arrivez pas à faire venir de grosses figures. Pourquoi vous n'arrivez pas à attirer de grosses en tout cas des personnes
qui ont un poids assez lourd. Parce que les Français ont voulu le renouvellement de leur force politique, ont voulu des nouveaux visages et des gens qui venaient de la société civile sans expérience. C'est les Français qui nous ont élus. Et aujourd'hui, c'est pas négatif finalement d'avoir quelqu'un qui se présente aux élections européennes sans expérience, en étant inconnu. Non. Il a plein d'expériences. Il a plein d'expériences autres que la politique. Et je crois que c'est justement pour faire la politique autrement et que les Français ont choisi de faire la politique autrement. Donc ce sont les électeurs qui choisiront si ça leur convient ou pas. Mais je suis très positive pour l'instant et optimiste. Et finalement, si vous n'arrivez pas tant que ça aussi à faire venir de gros poids lourds au sein de votre mouvement pour ces élections européennes, c'est peut-être aussi à cause de l'action du gouvernement en ce moment, non ? Mais vous ne pensez pas ? On ne cherche pas à faire venir des gros poids lourds dans notre mouvement. Vous ne cherchez pas en tout cas quelqu'un qui puisse parler aux Français pour ces élections européennes ? Mais on a plein de gens qui parlent aux Français pour ces élections européennes. Ça suffira à les convaincre pour aller voter par exemple ? J'en suis convaincu. Enfin, dernière question, la politique du gouvernement actuel, est-ce qu'elle effraie finalement ces figures ? Est-ce qu'elle effraie aussi finalement l'Union européenne ? Est-ce qu'elle peut effrayer cette Union européenne ? Non, je pense qu'elle peut aussi encourager les gens à voir la chose plus positivement. Depuis un moment, vous me parlez de peur, d'effrayer, d'angoisse. Non, il n'y a pas que ça. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour effrayer les Français. Vous êtes là pour les rassurer ? Oui, et qu'aujourd'hui, la France n'est pas le pire pays au monde. Non, la France n'est pas un pays où les gens sont malheureux, ne sont pas tous malheureux. Finalement, l'Union européenne, c'est représenter aussi cette chance que l'on a en France. Aujourd'hui en Europe, il y a de la paix en Europe depuis de longues années et je crois que c'est important de continuer dans cette voie et de préserver justement tout ce que l'Europe a déjà fait et poursuivre et améliorer l'Europe parce que les Français aujourd'hui... Qu'est-ce que la République En Marche a fait pour l'Union européenne finalement ? Alors la République En Marche a commencé par faire la grande marche de l'Europe où on était allé interroger les gens, on a questionné, on a fait du porte-à-porte. Moi dans mon département, donc j'ai frappé à des portes de citoyens, on a ouvert plus de 10 000 portes donc dans les Yvelines pour questionner les gens. Et majoritairement, les gens... Pourtant, vous avez des difficultés, encore une fois. Vous avez des difficultés, par exemple, à faire venir des femmes aussi pour ces élections européennes. Seulement 24% des candidatures pour les élections européennes sont représentées, donc ce sont des femmes. Pourquoi je ne pense pas que ce soit la République En Marche qui a autant de mal à trouver des candidates. C'est la politique en général. C'est un milieu trop sexiste encore pour vous ? Pour l'instant, ce sont les femmes qui n'osent pas parce qu'elles se disent ne pas avoir assez d'expérience, parce qu'elles sont face à des journalistes comme vous qui sont agressifs et qu'elles préfèrent rester peut-être sur des activités qui sont plus soft. Elles ont peur de se faire rentrer dedans et donc elles n'osent pas. Ce n'est pas aussi peut-être parce que finalement les gens se sont désintéressés d'En Marche ? Non, puisqu'il y a quand même 75% d'hommes qui s'y intéressent, vous dites qu'il y a 24% de femmes, mais il y a de nombreux candidats, il y a plus d'hommes que de femmes, et ça c'est... Mais c'est pas un problème pour vous qui souhaitez la parité au sein du gouvernement et aussi du coup au sein de l'Union européenne ? C'est exactement pour ça qu'on a relancé un appel. Moi si je suis en politique, c'est parce que donc, en janvier 2017, donc, Emmanuel Macron avait fait un appel aux femmes et a encouragé les femmes à aller vers la politique. Ça m'a encouragé, j'ai candidaté, j'ai été retenue, et je pense que là c'est pareil, il nous reste encore un petit moment. Les femmes vont finir par candidater. Et puis parmi les 25 000 femmes, je pense qu'il y a quand même les 25% de femmes, ou je ne sais pas combien de milliers de femmes, 24% qui ont candidaté. Il y a de quoi trouver une quarantaine de femmes, puisque bon, vous pensez finalement que ça suffira amplement à les convaincre ? Ça suffira à trouver 40 candidates, oui. Comment intéresser plus les femmes à la politique ? On essaie de faire la politique autrement, en leur montrant que c'est pas toujours agressif, que certes il y a des moments qui sont difficiles, il y a des choix qui sont difficiles, mais dans d'autres professions aussi, quand on est chirurgien, quand on est médecin, quand on est dans le business, il y a des moments difficiles. Quand on est dans les RH, des fois il faut le licencier. Donc il y a des moments dans une activité, quel que soit le métier, qui est toujours plus ou moins agréable et une autre qui est plus ou moins désagréable. Et petit à petit, on montre une image de femmes politiques aujourd'hui qui sont différentes. On est dans notre mouvement 48% de femmes députées à la République En Marche. On n'est pas encore très connus du grand public, mais petit à petit et localement, on a des contacts et des gens qui viendront, je pense. Marlène Schiappa finalement en tête de liste. Est-ce que ça serait une bonne tête de liste, Marlène Schiappa, pour ces élections européennes ? Son nom fait partie des gens du gouvernement pressentis pour peut-être partir aux élections européennes. Donc, est-ce que Marlène Schiappa ferait une très bonne tête de liste ? C'est une femme qui a un petit peu plus d'expérience que d'autres, qui a une notoriété maintenant, bien qu'elle n'avait pas beaucoup il y a 2 ans quand même. Vous la verriez finalement partir aux élections européennes ? Quitter le gouvernement et partir aux élections européennes ? Je ne suis pas la personne qui sélectionne pour la liste. Donc vous aimeriez qu'elle y aille, personnellement ?
Non, moi je trouve qu'elle est bien à son poste de ministre et je pense qu'il ne faut pas utiliser toujours les mêmes et que je pense qu'il y a quand même d'autres femmes qui sauront très bien et qui sauront assumer ses responsabilités. On était trop encore finalement dans le recyclage finalement des gens du gouvernement. Mais je crois qu'il ne faut pas commencer à faire comme les autres partis anciens font du recyclage et donc moi je ne suis pas pour encourager le recyclage. Merci Béatrice Piron. Merci Yanis Darras, merci Béatrice Piron. Fréquence ESJ. On finit cette émission avec l'agenda politique de la semaine à venir. Demain, la ministre de la Santé Agnès Buzyn participera aux premiers états généraux de la prévention des cancers. Ces états généraux sont à l'initiative de la Ligue contre le cancer et ont pour but d'élaborer un plan d'action pour améliorer la prévention des différents cancers en France. Béatrice Piron, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore la prévention de ces cancers? On peut communiquer. Donc le mois d'octobre, donc c'était Octobre Rose. Donc tout le monde a porté son étiquette et on a encouragé, on a communiqué sur nos sites et autour de la prévention du cancer du sein. Est-ce que la communication finalement maintenant ça suffit seulement ou il faut faire plus encore? Il faut toujours réussir à convaincre plus de monde. Tout le monde fait son possible. Il faut aussi qu'après les femmes elles-mêmes se responsabilisent sur ce cancer-là. Elles se sont pas responsabilisées selon vous? Parfois il y a une prise de conscience, mais qui avec le temps s'émousse. Et donc les femmes y vont une fois, deux fois, et puis après finalement je l'ai déjà fait. Et puis on oublie. Puis le temps passe tellement vite qu'on oublie la fréquence. Est-ce que vous, Béatrice Piron, vous avez mis en place des préventions particulières dans les Yvelines? Non, pas encore, parce que je suis pas du tout sur le secteur du médical, de la santé. Vous avez quelqu'un qui s'occupe de ça, sûrement? Alors, il y a d'autres députés, donc des Yvelines, qui sont dans la commission des affaires sociales et qui sont plus en lien avec la santé que moi. Et est-ce que eux, ils ont des idées? Est-ce qu'ils vont parler de leurs idées justement pour améliorer cette prévention? Alors, la prévention du cancer directement, non, pas exactement. On travaille, moi, et personnellement, j'ai travaillé plus tôt sur les maisons de retraite et le grand âge. Parce que c'était mon secteur d'activité précédemment, donc c'est un milieu que je connais mieux que le cancer. Samedi enfin auront lieu les marches dans toute la France contre les violences faites aux femmes. C'est le collectif Nous Toutes qui appelle à participer à ces différentes marches. Le lendemain, dimanche, ce sera la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Est-ce que vous participerez à une de ces marches, Béatrice Piron? Non, j'ai pas programmé pour l'instant de participer à ces marches-là. Par contre, effectivement, les violences contre les femmes, c'est quelque chose pour lequel je me bats. Le droit des femmes en général. Et effectivement, donc je participe à d'autres façons, d'autres moyens. Donc par exemple, la semaine dernière, j'ai beaucoup travaillé sur le droit des femmes à l'étranger aussi, notamment au Moyen-Orient. Et donc on essaye, chacun à sa mesure, d'apporter une touche à son édifice. Est-ce que le gouvernement fait assez pour lutter contre les violences faites aux femmes? C'est pas le gouvernement qui doit faire, c'est chacun d'entre nous, c'est vous. Le gouvernement ne doit pas aider? Doit pas il encourage, c'est ce qu'il fait. Marianne Chapa est présente, le ministère est présent, donc on encourage, on lance. Nous, en tant que députés, donc on a voté des lois, on a changé la législation pour pouvoir justement plus facilement surveiller, suivre toutes ces violences qui sont faites aux femmes. Mais après, c'est chacun d'entre nous qui doit écouter, entendre ses voisins et ne pas boucher ses oreilles. Donc pour vous, le gouvernement fait assez? Il fait ce qu'il peut, il fait le mieux qu'il peut. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Je pense que c'est à chaque citoyen de s'engager à faire plus. Alors, si le gouvernement fait assez, pourquoi les femmes sentent encore le besoin de faire des marches comme ça, des manifestations pour revendiquer leurs droits et leur égalité? Mais je pense que c'est très bien de faire des marches et c'est pour pouvoir communiquer par rapport à toutes les autres Françaises, par rapport à tous les autres Français, pas simplement face au gouvernement. C'est pas aux hommes aussi de s'impliquer dans cette lutte contre les violences faites aux femmes? Mais je crois que quand les femmes manifestent, elles manifestent avec des hommes. Il y a toujours des hommes présents dans les manifestations et puis il y a des hommes qui observent, qui voient, qui constatent. Je crois qu'il faut pas non plus séparer les Français en deux clans et de lutter un clan contre l'autre clan. Je pense que c'est tous les Français qui luttent contre les violences faites aux femmes, quel que soit leur genre. Les hommes ont peur aujourd'hui de manifester pour les femmes? Est-ce qu'ils se sentent pas légitimes peut-être? Non, je ne pense pas. Je suis persuadée qu'il y aura quelques hommes parmi la marche. Merci Béatrice Piron. Fréquence ESJ. C'est la fin de cette émission. Merci Béatrice Piron d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Suivez-nous évidemment sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et sur Instagram. Vous retrouverez également cette émission sur notre chaîne YouTube. Dès demain, 7h, c'est Fréquence ESJ qui vous réveille dans l'actuel jusqu'à 9h avec évidemment Antoine Lermite et Dimitri Hainaut. Et à 20h, ce sera Storytelling avec Lucas Pierre et toute son équipe.
Pour nous, le prochain numéro de 20h l'invité, c'est mardi prochain. Et je vous invite également à nous suivre sur notre gros événement qui arrive le 7, 8 et 9 décembre. Ce sera le Téléthon évidemment. Et cette année, Fréquence ESJ sera là pour 37 heures d'antenne en continu à partir du vendredi après-midi. On vous retrouve. Nous aurons évidemment énormément de reportages des gens dans toute la France pour vous communiquer les activités et les différents événements qui auront lieu pendant tout ce week-end. Bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Fréquence ESJ.